Dans cette vidéo, on va voir le témoignage de la famille au complet de Louis, on va voir le témoignage de son père, on va voir les témoignages de sa mère, le témoignage de sa tante et d'autres témoignages également qui vont lui rendre hommage. Voilà, la plupart de ses proches. Et pas que, hein, d'autres personnes comme des personnalités publiques et notre roi Louis XX. Bref, on va écouter un peu tout ça, on va découvrir tout ça autour de Louis et de cette tragique histoire, encore une fois, qui continue tout simplement de faire parler d'elle, puisqu'il y a un rassemblement qui est prévu ce dimanche, un grand rassemblement qui est le rassemblement officiel prévu avec la famille, etc. À Narbonne pour Louis. Bref, on va en parler, je vous avais promis cette vidéo avec le témoignage de tous les membres de sa famille. Eh bien, c'est parti. Alors, tout va être un peu décousu, je suis désolé, puisque X oblige, eh bien, tout simplement, dans les dossiers, quand on regarde les publications dans les signés, eh bien, tout est un peu mélangé. Voilà, donc j'avais tout sauvegardé à la suite en me disant que ça allait être bon, puis au final, j'ai pas eu le temps d'enregistrer la vidéo. Donc, quand j'ai redémarré mon ordinateur aujourd'hui, du coup, avec un navigateur rafraîchi, on va dire, eh bien, tous mes signés ont été mis dans le désordre. Donc... on va tout regarder, ça va être un peu décousu, ça va être un peu dans le désordre, désolé, mais vous aurez le témoignage complet de toute la famille de Louis, c'est parti. Donc déjà on commence par son père tout simplement, qui nous dit que personne n'a alerté donc les parents, donc lui-même et son ex-compagne, puisque les parents de Louis, donc on a appris qu'ils étaient divorcés tout simplement, et bien voilà, personne ne les a alertés sur les violences qu'ils subissaient. Est-ce qu'il y a des adultes qui vous avaient alerté? Est-ce que vous aviez eu Non, avant, jamais puisqu'on sait que personne. jamais personne, jamais Non, 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 personne, non. Non. l'aide sociale à l'enfance, personne, aucun de ces animateurs ne vous avait appelé Mais avant? non. Personne. Comme si on n'existait pas, quoi. Aucune information. Et du côté de sa mère, non plus? Non. Avec sa maman, on s'entend très bien. On se parle tous les jours. Donc, non. Alexandra a une question pour vous. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il y a des adultes qui ont failli dans la protection de votre fils? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que depuis sa mort, est-ce que des adultes de l'aide sociale à l'enfance à qui vous aviez confié sa responsabilité vous ont contacté? Non, personne m'a contacté. Par contre, de moi-même, j'ai été voir le foyer pour comprendre. Quand j'ai déposé la fleur à mon fils au chantier, j'en ai profité pour voir le foyer. Tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils sont pas assez pour ne pas les laisser sortir, quoi. C'est pas normal. Personne ne vous a appelé? Personne n'avait pris de même contact avec vous? Non. C'est d'une tristesse quand même, c'est terrifiant, hein, c'est vraiment terrifiant. On a appris aussi, ça je vous le mets ici parce que je ne sais pas si je vais y penser, mais justement comme on y vient, la tante de Louis, Marie-Julie Marteau, eh bien c'est tout simplement une collaboratrice parlementaire du député RN du Var, voilà, d'un des députés du RN du Var. Philippe Lotio, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus de tête. Donc voilà, c'est une personne qui est engagée politiquement du côté de la vérité, on va dire. Elle parle ici sur CNews justement du cas de Louis, on va l'écouter. Si je peux en parler, c'est bien pour sûr, lui. Bien sûr. Il s'est battu de façon incroyable. On est arrivé, voilà. Ce que j'expliquais, c'est qu'après l'opération, c'était très difficile pour nous parce que on ne pouvait pas avoir accès à lui. En fait, son cerveau était tellement abîmé que toute sollicitation était dangereuse. Donc, il fallait même pas qu'il y ait un mouvement ou qu'on lui parle. Donc, on restait à distance. Mais on est resté avec lui jusqu'au bout. Toute la famille était là. Et malheureusement, une fois que les médecins nous ont expliqué qu'il n'y aurait pas d'issue favorable pour Louis, là, on a pu avoir accès à lui vraiment. Donc, on s'est relayé dans sa chambre avec mes sœurs, avec ma mère. On a pu l'embrasser, on a pu lui parler. Et il s'est battu vraiment. C'était incroyable la force dont il s'est battu. Voilà, c'est... Dans quel état d'esprit? C'est terrible. Vraiment, et plus j'en vois, plus c'est terrible, quoi. Et je suis pas au bout de mes peines, puisqu'on va vraiment voir beaucoup de témoignages. Ici, on a le témoignage, justement, sur un extrait à CNews, donc de son père, hein, qu'on a vu un peu plus tôt sur BFM.
Eh bien ici, il s'est exprimé tout simplement sur CNews en compagnie de sa nouvelle compagne, on va dire, puisque donc les parents de Louis étaient divorcés dans une situation, de ce que j'ai pu voir, quand même assez compliquée. Ils s'entendaient très bien tous les deux, hein, c'est ce qu'ils revendiquent chacun de leur côté. Mais je veux dire, la situation familiale était assez explosée. Évidemment, ça a du coup mené aussi, je pense, au manque de cadre qu'il y a eu autour de Louis, hein. Enfin voilà, après, moi j'ai des parents divorcés, je sais ce que ça fait aussi. Je sais les dégâts que ça cause sur un enfant. Et justement, ici, donc, il avait parlé comme quoi, avec sa femme, donc, Louis avait été placé, justement, dans cet ASE à cause de son TDAH, donc le trouble le trouble de l'attention et hyperactivité, pardon, désolé. À chaque fois que je parle de Louis, ça me prend au trip, cette histoire, ça me perturbe. Mais voilà, donc il avait été placé à cause de tout ça, et je pense aussi à cause de la situation dans la famille qui n'était peut-être pas facile, famille peut-être un peu précaire ou voilà avec des conditions difficiles. Bref, et donc du coup ici il s'est exprimé sur CNews avec sa nouvelle compagne, on va l'écouter. Aimé de tout le monde, c'était un gentil garçon, poli, bien élevé, avec ses petites difficultés, liées à ses troubles, mais je comprends pas, moi, pourquoi tant de haine. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas existé, on est une famille. Je l'ai toujours avec moi, quoi. J'ai toujours été présent. Ça fait 6 ans qu'il est tout le temps chez moi. Et vous avez Donc ça c'est pareil justement, apparemment, au niveau de sa mère, Louis ne voyait pas souvent sa mère, il la voyait quelques fois dans l'année, il l'avait souvent au téléphone ou n'importe, mais il la voyait quelques fois en réel, là où par contre avec son père, eh bien il se voyait très très souvent, donc je pense que c'est un peu comme si c'était son père qui avait un peu la garde, je pense que ça devait être un peu ça, ou peut-être que sa mère a déménagé plus loin, enfin bref, donc en tout cas avec son père, il se voyait très souvent, ils étaient assez proches, et même avec sa mère, hein, du coup il était assez proche, même s'il se voyait un peu moins. donc le papa qui est avec, non pas la maman, mais sa compagne, puisque c'est une famille qui est séparée. La belle-mère du petit Louis. Autre déclaration que vous allez découvrir de Nicolas. Bref, donc c'est quand même toujours assez triste, et on va l'écouter ici du coup sur cette nouvelle déclaration. Je l'ai tout le temps, et que sa maman le voyait 2 fois par an, mais qu'elle était présente quand même, hein. Faut pas... On a toujours eu une bonne relation avec sa maman, c'est que d'ailleurs personne comprenait, puisque nous, on a été assez intelligents pour notre fils, quoi. Enfin, je sais pas, on n'avait aucun conflit. Mon bébé, c'était un gentil garçon, mais vraiment, faut demander à tout le monde, dans tout le village, partout où vous irez. Je fais tout ce que je pouvais. Après ces 16 ans, j'ai sorti de l'ITEP. Enfin, avec sa maman, on l'a sorti de l'ITEP. Parce qu'il se faisait harceler, c'était compliqué. Et après, arrivé 6 mois après, j'avais quand même gardé un contact avec l'ITEP, qui le voyait une journée. Pour qu'on l'aide à trouver un travail, un stage, qu'il puisse vivre comme un garçon presque normal. Et vous allez entendre également Nicolas. Donc pareil, Louis, on le rappelle, avait du coup donc cette espèce de TDAH qui lui causait beaucoup de soucis dans la vie. Il était déscolarisé et tout, mais on avait appris qu'il avait reçu une promesse d'embauche et donc qu'il allait prochainement quitter le foyer, hein. Donc il était à ça de s'en sortir, sauf que malheureusement, la mort l'a rattrapé un peu trop tôt, hein, quand même, sous le coup de ces bourreaux de merde. J'ai été voir toutes les institutions. Moi, on n'avait pas placé mon fils, c'est moi qui ai demandé. J'ai demandé à ce que mon fils il soit accompagné pour qu'il se sente mieux. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Après, on l'a mis à l'UDESPA pour évaluer son traitement, pour voir si on pouvait retrouver un truc en plus. Ou le médecin l'a vu 15 minutes, il a dit que mon fils il avait pas de problème. Du coup, l'ASE, ils ont placé mon fils dans un foyer d'urgence qui n'avait rien à faire dedans. Je comprends pas. C'est vraiment cette situation d'être abandonné par les institutions, par les organismes comme ça doit être tellement terrible. Putain. Ici, pareil, nouvelle déclaration du coup de la tante de Louis.
Bien sûr, et d'ailleurs, je profite de votre antenne si je peux parler de l'organisation de la marche. Absolument. Au contraire. Ça va rejoindre ce que vous dites. Ma sœur donc souhaite organiser une marche qui ne sera pas une marche blanche, parce qu'on en a ras-le-bol des marches blanches. Cet événement, pour lui, ça s'appellera la dernière marche. C'est-à-dire qu'on refuse qu'il y en ait d'autres. On refuse qu'il y en ait d'autres. Et ma sœur invite tous les parents de France à venir marcher pour leurs enfants, pour pas que ça leur arrive aussi. Donc oui, bien sûr qu'on va porter ce combat. Bien sûr qu'on va le porter. Mais c'est la dernière. C'est la dernière fois. Je suis très frappé. Bien sûr, et d'ailleurs... Donc une marche blanche organisée à 11h à Narbonne, donc la dernière marche, du coup ce dimanche, à l'heure où cette vidéo sort, ce dimanche, du coup je sais pas combien on sera, je regarde sur le calendrier, le 5, voilà, le 5 juillet. Nouveau témoignage du père, cette fois-ci justement sur son placement, le placement du coup de son fils à l'ASE. Pour lui, la musique, la pêche avec vous, vous dites ça réussissait à le canaliser parce que c'était un enfant qui avait des troubles TDAH, des troubles du comportement, des troubles de l'attention. C'est ce qui fait aussi que vous aviez du mal, c'était pas forcément facile de l'avoir avec vous au quotidien. C'est ce qui fait qu'à un moment, l'aide sociale à l'enfance vous était apparu comme un refuge, comme quelque chose qui allait pouvoir l'aider. Oui, ça paraissait... jusqu'à ses 16 ans et demi, j'ai toujours su gérer ses émotions. Dès qu'il faisait une crise, je lui faisais un câlin. Ça marchait très bien jusqu'à ses 16 ans et demi. Après, c'est un adolescent. C'est normal. Moi, je n'en ai jamais voulu. C'est quoi une crise? Ça se manifestait comment, ces crises, Nicolas? Il tapait dans les murs, il criait. Puis comme son gros problème, c'est la frustration, et il n'a jamais su la gérer. Et voilà, jusqu'à ses 16 ans et demi, j'avais toujours réussi à le calmer. Et là, ça devenait de trop souvent. Et puis il a son petit frère, sa petite sœur, qui voyaient tout ça. Fallait bien que je trouve une solution. J'ai demandé de l'aide à tout le monde. On a essayé de le mettre chez son parrain qui est ancien militaire. On s'est dit peut-être que ça va l'aider à prendre un cadre, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et c'est là que finalement, vous trouvez la solution de l'aide sociale à l'enfance. Il était donc dans ce foyer. Dans ce foyer, j'ai du mal à dire le mot aide sociale à l'enfance, puisqu'effectivement, ça n'a pas protégé votre fils. Non. Mon fils n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit, s'est jamais battu de sa vie. Je l'ai toujours protégé. Quand il était à la maison, du coup, je ne le laissais pas trop sortir parce que je connaissais ses difficultés. Il n'a pas la notion du danger. Il suit tout le monde comme ça parce qu'il était très sociable. C'est compliqué. Et c'est ce qui explique justement peut-être les fréquentations qu'il avait du coup avec la musique. Avec ces 5 bourreaux, justement, cette petite bande de racailles. Ici, pareil, la tante de Louis qui s'exprime à nouveau. J'ai toujours exprimé très clairement sur ça. On ne fait pas de récupération politique. On n'en fait pas. Oui, parce que la gauche dénonce une récupération politique de l'extrême droite. Après, les gens se saisissent du sujet, mais c'est bien qu'ils s'en saisissent. Tout le monde est amené, peu importe le bord politique, à se saisir de ce sujet. Et oui, le terme d'ensauvagement, il veut pas le prendre. Excusez-moi, je peux pas comprendre. Parce que ces vidéos... Donc Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui avait refusé de qualifier ces actes, etc., d'ensauvagement. Il avait refusé justement de parler d'ensauvagement de la jeunesse, alors que c'est littéralement le cas. D'ailleurs aussi, petit truc, je sais pas si j'ai sauvegardé, mais Laurent Nunez avait demandé à rencontrer du coup la famille de Louis en privé. La famille a refusé en lui demandant de venir publiquement à la marche pour Louis à Narbonne. Bon, évidemment, il le fera jamais, mais j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal de courage du côté de la famille de Louis. Sûrement grâce du coup à cette
à cette femme, à la tante, vu qu'elle est collaboratrice parlementaire, elle est engagée politiquement, donc sûrement que derrière, elle a aussi son combat à mener, son combat légitime, puisque maintenant, elle fait partie de la famille de ces victimes de l'immigration, puisque oui, les 5 personnes sont des rejetons de l'immigration. Là, vous allez me dire, oui, mais il y avait 2 blancs, apparemment 1 ou 2 blancs. Les 1 blanc et demi, ils ont été racaillisés, d'accord? Ils ont été racaillisés, ils s'exprimaient comme des racailles, ils ont agi comme des racailles, et ils seront condamnés comme des racailles, et ce sont des racailles, voilà. Un blanc qui se comporte comme un arabe, c'est un arabe mental, tout simplement. Ce n'est plus un blanc autochtone, si on veut. Tout simplement, il a adopté le comportement de cet ensauvagement de la jeunesse, tout simplement. Bref. Oh là, vous les avez passés. Quel terme il faut utiliser? Qu'il me le dise, lui. Quel terme il veut qu'on utilise? Est-ce que Laurent Nunez a cherché à joindre la famille? Absolument pas. Personne du gouvernement. Et entre-temps, si. Du coup, une fois que ça a été sorti, une fois qu'elle est passée du coup sur CNews, après il les a contactés et ils ont refusé du coup de le rencontrer en privé. Reçu aucun message, rien, pas Non. un coup de téléphone. Non. Le préfet vous a appelé? Non. C'est moi qui l'ai contacté pour organiser la marche. Aucune autorité de ce pays ne vous a appelé suite à l'assassinat de Louis? Non. Mais par contre, ils font des interviews pour dire qu'il ne faut pas parler d'ensauvagement alors que les vidéos sont innommables, immontrables, d'une barbarie sans nom. J'ai toujours exprimé très clairement sur ça. On ne fait pas de récupération politique. On en fait. C'est quand même assez dingue, quoi. Ici, pareil, nouveau témoignage de son père, justement, sur le fait de porter plainte, puisqu'il n'a pas voulu déposer plainte pour éviter les représailles. Au final, il les a eu quand même. Très, très sociable, et il se retrouve Au début, c'était ce qu'il voulait, ne pas porter plainte. donc plusieurs fois, parce qu'il y a eu évidemment le jour du drame absolu, le 20 juin, mais il y avait déjà eu le 12 juin dernier. Votre fils Louis s'était rendu dans une brigade de gendarmerie dans le Tarn pour dire qu'il avait été victime de violences en Réunion, qu'il avait subi ces violences. Racontez-nous. Le 12 juin, en fait, il a été au commissariat pour se réfugier après qu'il avait pris son KO, qu'on a vu à la télé. Mais en fait, il a même pas déposé plainte. C'est pour ça que moi, je suis pas au courant. Il y a été, mais il n'a pas voulu pour pas avoir de représailles. Très, très sociable, et il se retrouve donc. C'est terrible. Nouvelle déclaration du coup de la tante. Les vidéos, alors je les reçues moi. J'ai dû les visionner, je sais pas combien de fois maintenant. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'ils ont fait. Et je suis très étonnée d'avoir entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il ne faut pas parler d'ensauvagement. Ce monsieur doit être au courant, c'est l'homme le plus informé de France. Il a dû les voir, les vidéos. S'il les a pas vues, je suis à Paris. Je les ai sur mon téléphone. On peut les regarder ensemble avec monsieur le ministre, je l'invite. Et après, on verra s'il veut pas parler d'ensauvagement. Je suis là, monsieur le ministre. Venez, on les regarde ensemble et on parlera après. Il a quand même du courage, Comme du courage. Ici, pareil, nouvelle déclaration du coup du père de Louis sur le fait que ça soit un guet-apens ce qu'il a subi. Nicolas, est-ce que vous savez s'il connaissait les 5 jeunes qui l'ont tabassé, qui ont filmé l'agonie? Oui, parce que c'est les mêmes qui l'ont tapé plusieurs fois. Donc, C'est les mêmes pour vous qui l'ont tapé plusieurs fois? oui. C'est ce que vous ont dit les enquêteurs? Oui. Et ils disent, les enquêteurs, qu'ils ne savent pas quel est le mobile, mais qu'il y a préméditation. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils ont été vraiment le chercher, ils ont prévu. Oui, ils ont fait un guet-apens, comme on a dit. Voilà. Parce que pour eux, quand on écoute les vidéos, t'as qu'à pas aller aux flics, tout ça, ils disent. Donc, quel mot vous mettez là-dessus, vous? Comment vous vous racontez? Comment vous essayez de comprendre? Comment vous imaginez le scénario? je sais pas. Je comprends pas comment il en a fait pour en arriver là-bas, quoi. Il nous manque un élément qu'on sait pas, c'est obligé. Bon, c'est un peu dommage que ce soit coupé comme ça, mais c'est normal, après c'est dans un autre extrait. Ici, pareil, la tante qui s'exprime encore une fois. Pour Louis, c'est lui qui a pris tous les coups. C'est lui qui est plus là aujourd'hui. Nous, on se doit de faire ça, puisqu'il a vécu lui. On se doit d'être là, on se doit d'être forte. Et je tiens à le dire au nom de ma sœur, on nous frappe à terre et on sera forte.
On va tenir. On veut des réponses. Vous avez la sensation? Pour Louis, C'est quand même. Je me mets à la place de cette famille, hein, vraiment, ça me brise, comme on dit. Le père, du coup, qui dit qu'il ne regardera jamais les vidéos des agressions de Louis. Mais je comprends pas pourquoi ces gens-là sont placés au même endroit que mon fils, quoi. Une partie, alors ils n'étaient pas exactement dans le même foyer, mais ils sont Ouais, bah, 3 des 5 je étaient fais effectivement dans l'aide je sociale à fais l'enfance. abstraction de tous les médias Bien parce sûr. que c'est Mais dur. vous avez raison. Et J'ai jamais vu les vidéos, je peux pas, je les regarderai jamais. vous les avez pas Moi, je regardés. veux rester avec une belle image de mon fils. C'est très fort ce que vous nous dites, Nicolas Hervé. Vous n'avez pas regardé les vidéos, vous ne voulez pas les Non. voir, vous voulez vous protéger. Non. Vous avez raison. Bah, il a totalement raison, hein, totalement raison. moi j'ai appris pour le Donc l'attente, une nouvelle fois. 11 mai, je crois que c'est le 11 mai, la première plainte que Louis a déposée. On n'était pas au courant. J'ai dû l'annoncer moi à ma sœur. Donc en fait, je comprends pas. Il y a des dysfonctionnements de l'État qui sont graves. J'ai l'impression qu'on veut nous faire taire. J'ai l'impression que rien ne sort. Je me demande où sont nos politiques aujourd'hui. Je vois personne se rebeller, mis à part nous. Alors que c'est nous qui vivons la douleur. C'est nous qui dormons plus. C'est nous qui mangeons plus. C'est nous qui avons vu ces vidéos. J'attends toujours que quelqu'un nous appelle. C'est pas normal. Comment vous faites? Écoutez, nous on tombe des nues. Moi j'ai C'est terrible. Le père, une nouvelle fois. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que vous pouvez nous parler de Louis? On va revenir évidemment sur les circonstances de sa mort, mais prenez le temps de nous parler de lui. Dites-nous. Bah, mon fils, c'était un gentil garçon. Il faisait de la guitare. Je l'emmenais souvent à la pêche avec moi. Il voulait faire youtubeur, donc je lui ai dit, quand il était plus jeune, il voulait faire youtubeur en faisant des bêtises. Donc je lui ai dit, bah non, mais on va faire youtubeur. C'est pour ça qu'on avait créé une chaîne pour la pêche. Il faisait de la musique tout le temps. C'est la seule chose qu'il a toujours réussi, que l'a toujours canalisé. Parce qu'avec ses troubles, c'était compliqué. Et on avait réussi à trouver un truc pour lui, quoi. Ici, pareil, du coup, donc la tante qui appelle justement tous les parents à les suivre. Donc ça, c'est pour la marche. Hein, donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même truc. Alors là, on a un témoignage assez fou. Elle va raconter un truc, la tante de Louis, qui est passée sur CNews. Lors de l'audition d'un des assassins à la police, eh bien, l'avocate de cet assassin en question est partie en pleurant, tellement le témoignage du mec était absolument catastrophique. On va l'écouter. mal à l'aise qu'il le soit. Je pense que, je vais parler encore une fois au nom d'Amandine, ma sœur, Louis c'est un héros. Et sa mort, elle ne sera pas vaine, parce qu'il va porter un message. Et c'est ce qu'elle souhaite, que ça suffit. Voilà. Et alors, vous demandez quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer, selon vous, pour que ça s'arrête, cette longue liste des enfants de France qu'on assassine? Mais je pense que les politiques doivent s'emparer de cela. Je pense que la justice doit faire son travail. Parce que je tiens à remercier d'ailleurs la police qui a fait un travail extraordinaire. Parce qu'ils les ont arrêtés très rapidement. Ils ont été vraiment merveilleux, vraiment. Mais est-ce que la justice va suivre? Parce que quand vous voyez ces gamins qui sont en train de massacrer mon neveu, se filmer et rire, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont intouchables. Et il faut que maintenant ils comprennent qu'on va les toucher et que c'est terminé. Vous pouvez pas rire sur le corps d'un petit cadavre. Ils sont revenus une demi-heure après. Une demi-heure après, ils sont revenus sur les lieux. Ils se sont refilmés sur Louis qui gisait dans son sang, en riant. Ils pensent que rien va leur arriver. Et j'ai eu une confidence d'une avocate, pas directement, mais qui était commise d'office, qui a fait la garde à vue d'un des meurtriers de Louis, qui est sorti en pleurant après avoir vu les vidéos et surtout après avoir vu le comportement de son client. Qui en gros, bon, c'était normal. Il était même assez fier de lui. Voilà ce que doivent faire les politiques. Faire comprendre que la peur, elle va changer de camp. La perpétuité. Ça, c'est quand même un témoignage assez fou, quoi. Honnêtement, c'est quand même assez fou, quoi.
Ici, elle demande justement à ce que les coupables dans cette affaire eh bien, aient la perpétuité et qu'ils soient jugés comme des individus majeurs. Hein, parce que, on le rappelle, 3 des 5 incriminés sont mineurs, donc ils ont 16-17 ans. Eh bien, elle demande à ce qu'ils soient jugés comme des majeurs. L'excuse de minorité doit sauter, c'est clair. Ce qu'on demande, c'est ça. Et ce que demande ma sœur, pour Louis, c'est la perpétuité. On est clair. Et ce qui est très fort. Totalement. Ici, du coup, elle demande à ce que les élus de l'État prennent la responsabilité s'ils viennent tout simplement à la marche, justement qu'ils se pointent publiquement, comme justement avec Laurent Nunez, et que s'ils parlent de récupération politique, eh bien qu'ils récupèrent cette affaire, que ce soit les élus et les politiciens qui récupèrent cette affaire-là. Là-dessus, je suis assez d'accord. Elle va revenir ici dans cet extrait sur justement le média L'Indépendant. Hein, c'est le journal L'Indépendant qui avait qualifié et qui qualifie toujours, je crois, ce qui est arrivé à Louis de Rix. 5 mecs en train de tabasser un gars par terre, désarmé, complètement abandonné, laissé seul. C'est une Rix, selon ces gens. Une Rix. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et donc c'est ça, hein, derrière, qui a engagé toutes les procédures de la famille pour médiatiser cette affaire, puisqu'à la base c'est sorti dans les médias et les gens ont parlé de Rix. Eux ont été scandalisés parce qu'ils ont dit mais c'est pas une Rix en fait, notre Louis s'est fait tabasser tout seul, enfin il n'y a pas cet esprit de Rix, d'accord, c'est un lynchage volontaire et conscient des mecs qui l'ont fait. Donc justement c'est là qu'après ils ont envoyé les vidéos à Frontières et qu'ils ont demandé à ce que l'histoire soit politisée dans tous les sens, et du coup on en arrive à l'affaire qu'on a actuellement. Donc on va écouter ce qu'elle dit du coup sur tout ça. Premièrement, quand on était à l'hôpital, le premier article qui est sorti sur Louis, ils ont parlé d'une Rix. Ce qui a rendu ma sœur folle de rage, puisqu'elle était encore au chevet de Louis, qui était toujours avec nous. Et quand elle m'a montré l'article, elle m'a dit « Non, c'est comme ça que m'appellent mes sœurs, appelle-les ». J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les journalistes et... C'était quelle rédaction ? L'Indépendant. Et en fait, ce qui l'a choqué en premier, c'était la photo qui était une photo d'illustration. Mais c'était pas précisé. Nous, on avait Louis avec nous. On voit cette photo, on sait pas. Nous, la famille, si c'est bien cette risque-là, enfin, comme ils l'appelaient eux, donc on comprend pas. Et on a décidé, après le départ de Louis, avec sa maman, qu'on n'allait pas se laisser faire. Parce que on avait les leviers pour, parce qu'on savait qu'on allait être forte et qu'on allait parler. Mais je pense pas que toutes les familles peuvent le faire. Parfois, le chagrin, c'est trop difficile. Et puis surtout, c'est malheureux ce que je vais dire, mais on n'a pas tous forcément quelqu'un qui est collaborateur parlementaire d'un député ou n'importe, qui plus est du bon côté de l'histoire, hein, du RN, qui est quand même du meilleur côté que de la LFI ou des autres. Donc évidemment, je pense que ça aussi, être collaboratrice, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des accès, ça peut ouvrir ça peut obtenir des téléphones pour pouvoir parler à des journalistes, comme par exemple les journalistes de Frontières, etc. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je peux médiatiser un minimum cette affaire, et possiblement qu'elle pourrait être reprise, mais il y a des gens qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qui n'ont pas accès à des réseaux comme ça d'information, à des journalistes de médias connus. Il n'y a rien. Et c'est là où c'est vraiment triste. Et moi, c'est une des premières interrogations que j'avais eues. Je me suis demandé comment ça se fait que Frontières avait eu l'info sur tout ça. Eh bien, je pense que ça vient de là. Et tant mieux, d'un côté. Vraiment, tant mieux. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas bénéficier de tous ces leviers, comme elle dit, justement, de tout ce réseau. Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est bien qu'une affaire comme Louis fasse tout simplement la une de tout ça et que ça devienne un sujet national, puisque ça sert aussi indirectement aux autres en périphérie, aux autres affaires qui se déroulent. Donc c'est bien, comme le jeune Lorenzo, d'ailleurs, dans le même temps, je crois que lui c'était un peu avant Louis, début du mois de juin, qui avait subi aussi justement des violences et tout, et grâce à l'affaire Louis, Lorenzo a été un peu plus médiatisé aussi, donc bon, c'était plutôt pas mal. Merde. J'arrive pas à supprimer mon truc. Ici, on a un ancien éducateur de Louis qui témoigne sur CNews justement à propos de cette affaire. On va écouter ça. Ça fait 31 ans que je suis éducateur. Les 20 premières années, j'ai fait ce métier avec passion parce qu'on avait les moyens humains, les moyens financiers, un bon état d'esprit, des jeunes qui voulaient avancer sans sortir. Depuis 10 ans, ça a commencé à décliner. On est sur des jeunes qui n'ont aucun projet.
aucune envie, aucun repère, aucune valeur. Et je généralise parce que malheureusement, c'est 99% des cas. Quel que soit l'âge, ça va de 5 ans jusqu'à 18 ans. J'ai abandonné le métier, moi. Je suis en reconversion professionnelle parce que je peux plus. Ça ne correspond plus à ce qui a fait que j'ai voulu être éducateur. On embauche des gens qui sont pas diplômés ou alors qui le sont et qui en ont rien à faire des enfants. Ils viennent là pour faire des heures et gagner un salaire. Des directions qui vous convoquent et qui vous sanctionnent ou qui vous menacent de sanctions quand vous voulez faire votre travail, c'est-à-dire quand vous voulez signaler une fugue, quand vous signalez qu'un gamin est rentré avec de la drogue, vous vous faites sanctionner et le gamin, la directrice lui rend le sachet de cannabis et lui donne de l'argent en plus pour aller chez le coiffeur. Moi j'ai récupéré des gamins sortis de 2 nuits et de 3 jours de garde à vue qui étaient morts de rire face aux policiers, face au procureur adjoint. C'est quand même fou, hein, sans déconner, c'est quand même fou. Ça fait l'ensauvagement aussi, il passe par là. Hein. Il passe vraiment par là, quoi. Justement, ici, on apprend qu'un des assassins, du coup, de Louis, eh bien, avait déjà été dénoncé par un éducateur. C'est ce qu'on va écouter juste là. Accablant parce que ça montre tous les dysfonctionnements. Le premier, c'est que on apprend que donc dans l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il y a des signalements, on vous dit de les cacher, on vous dit de surtout pas en parler. On apprend que l'un des agresseurs présumés de Louis avait été directement signalé par cet éducateur qui connaissait Louis parce que c'était tout un petit milieu qui se connaissait déjà. Et la dernière chose qui est vraiment sidérante, c'est exactement ce qu'on disait ici dans cette émission, c'est que lorsqu'un enfant est directement mis en danger, eh ben on le remet avec ses bourreaux. C'est ce qui se passe en fait dans l'aide sociale à l'enfance. On fait fi aujourd'hui de l'intérêt de l'enfant. Et ce témoignage est extrêmement préoccupant parce que ça se déroule à Carcassonne, non loin de là où se sont déroulés les faits terribles qui ont conduit à la mort de Louis. Nicolas Guillard, vous êtes accablant parce que ça montre tous les dysfonctionnements. Terrible. Ici, qu'est-ce que c'est ? Travailler. Ça, je crois que c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ça, c'est un autre témoignage. Attendez, je crois que c'est un autre témoignage. L'ITEP, j'ai travaillé, donc je vous dis, dans les foyers carcassonnais de l'ASE. Et là, je suis en reconversion parce que je vous dis, je ne peux plus. Je ne peux plus travailler avec C'est le même témoignage, mais un peu plus complet, du coup. Des directions qui vous convoquent parce que vous faites votre travail et qui vous disent « Vous travaillez trop, ça met à mal vos collègues qui ne sont pas dans votre rythme. » Ici, dans le foyer où j'ai travaillé, qui dépend du département et de l'ASE aussi, j'ai vu des ados qui ne se lèvent plus, qui ne vont plus à l'école, qui ne travaillent plus, qui n'ont plus d'apprentissage. Ils dorment la journée, ils vivent la nuit. Ils viennent dans la cour du foyer, ils reçoivent des personnes de l'extérieur pour vendre de la drogue. Un gamin, il fugue pendant 7 jours. Vous dites à la direction, il faut quand même faire un signalement de disparition préoccupante. Elle vous dit, ah non, ça reste entre nous, il faut pas que ça se sache. Moi, j'ai vu aussi, je vais vous dire, des horreurs. L'an dernier, 2 gamins qui ont été forcés par un plus grand qu'eux à lui faire une fellation. Ça a été prouvé. Le jeune a été mis sur un autre groupe. Mais pour des raisons indépendantes de nous, des décisions de la direction, 2 semaines après, elles ont remis les 2 victimes sur le même groupe que l'auteur des faits. Et des exemples comme ça, j'aurais de quoi écrire une encyclopédie en 12 volumes. Il témoignait au... C'est dingue vraiment. S'il y a des éducateurs qui m'écoutent, hein, qui suivent mes vidéos, eh bien pourquoi pas, hein, donnez-moi également vos témoignages. En fait, il faut qu'on dénonce littéralement cette putain d'aide sociale à l'enfance qui détruit des vies. Voilà, qui détruit des vies, qui entretient le mal-être des enfants et qui n'est pas du tout là pour les aider, hein, qui n'est là pour rien du tout, au final, qui ne sert strictement à rien. Donc si jamais vous avez des témoignages et que vous voulez dénoncer tout ça, n'hésitez pas à me contacter par mail par exemple ou sur les réseaux sociaux en message privé. Ici pareil, nouveau témoignage, hein, du coup c'est la suite du témoignage. Franchement, il avait des vrais Louis, franchement, il avait des vrais bons parents qui ont fait leur maximum et qui continuent et qu'on n'a pas su aider. Et si on a à blâmer, c'est nous, les soi-disant professionnels de la protection de l'enfance. Ses parents ont fait ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils demandaient, c'est pas qu'ils ont démissionné. Pas du tout. C'est qu'ils ont demandé à l'État de l'aide
par rapport aux troubles de comportement de Louis. Mais ils ne l'ont jamais abandonné. Louis, je l'ai amené souvent chez son papa pour des week-ends, un monsieur Nicolas très gentil, toujours attentionné envers son fils, qui lui faisait des câlins, qui l'amenait se promener, qui était là pour son fils. Ses parents ont fait le maximum pour lui. Ils nous ont demandé de l'aide et je me mets dedans. Et on n'a pas été foutus de protéger ce petit. Et s'il est mort, on est aussi, nous, personnel de l'aide sociale à l'enfance, on est responsable. Et les jeunes, les pourris qui ont massacré Louis, il y en a un des 5, Jimmy, qui était à l'ITEP avec lui, qui était déjà à l'époque que j'avais signalé comme un gamin extrêmement violent. Il n'hésitait pas à prendre un couteau, il n'hésitait pas à menacer, il n'hésitait pas à casser. Et je vois qu'aujourd'hui, il est dans le groupe de ceux qui ont tué Louis. Alors, C'est dingue, hein, d'avoir des cassos comme ça au sein de l'ASE, c'est assez hallucinant. C'est franchement, je sais pas, je trouve ça mais déplorable quoi. C'est d'une tristesse hallucinante. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme prise de parole? Eh bien, on a Karine Lemarchand. Karine Lemarchand qui s'est exprimée, qui a déclenché une petite polémique sur les réseaux sociaux, notamment la gauche qui l'insulte. Bon, elle était déjà passée sur CNews, on sait déjà quelle conviction politique elle porte, on sait également ce qu'elle avait dit sur ce fameux arrivage quand elle était arrivée à Paris en métro, qu'elle avait découvert la gare du Nord, je crois, avec tous les Noirs en fait qu'il y avait à Paris. C'est un extrait qui avait déclenché une polémique nationale, hein, c'était un truc de fou. Eh bien, elle en a redéclenché une autre, puisque ici, vous avez sa prise de parole juste en dessous. Eh bien, elle déclare tout simplement qu'elle est pour la peine de mort. Et oui, si je ne prends pas la parole sur Liana et Louis, c'est parce que je suis radical. Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Certaines personnes sont irrécupérables psychiquement. Je n'ai pas à payer toute ma vie pour qu'ils soient en tôle et que je n'ai rien à foutre de leurs conditions de vie. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré, sans déconner. Oh la vache, qu'est-ce que j'aimerais que la plupart des personnalités politiques et ne serait-ce que du RN, ils faisaient des discours comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, bordel, que Jordan Bardella nous sorte une déclaration comme ça, ce serait magnifique. Putain, c'est incroyable. Bref, en tout cas, bravo à elle pour cette prise de parole qui est extrêmement sensée, n'est-ce pas? Ici, on a Louis de Bourbon, les amis. Je vais juste lire son résumé. Je vous mettrai le lien de sa tribune qu'il a fait dans le JDD si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller regarder un peu plus en détail. Mais on va d'abord écouter ici ce qu'il nous a dit sur X. Les morts de Liana à 11 ans, puis de Louis à 17 ans, ont rempli d'émotion le cœur de tous les Français. Je présente aux familles toute ma compassion et ma solidarité. Ces atrocités signalent une incapacité des institutions à forger la conscience de la communauté d'appartenance et des valeurs morales et à faire appliquer la justice avec rigueur et efficacité. Par cette tribune, je rappelle que l'autorité judiciaire ne peut pas être un pouvoir totalement autonome et que les magistrats doivent rendre compte de leur administration du bien commun de la justice. Voilà un peu ce qu'il a déclaré. Encore une fois, je pense que la France, je pense de plus en plus, littéralement, que la France va sombrer. Quand on voit ce qui se passe avec Liana et Louis, franchement, je sais pas comment on peut se relever de ça. Là, on a eu l'euthanasie qui a été votée dernièrement, etc. Je sais vraiment pas, en fait, comment la France peut s'en sortir. Honnêtement, de plus en plus, je suis très pessimiste sur l'avenir du pays. Le truc, c'est qu'on est une bulle, on est minoritaire. On est majoritaire, les gens qui votent RN sont majoritaires, mais les gens votent RN et c'est tout. Derrière, ils s'informent pas comme nous sur tout ce qui se passe, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe non plus. Et j'ai vraiment de la peine pour la France et pour son avenir. Bref, vous avez ici la déclaration de Louis XX juste là. Également, ici donc c'est ce qu'on a appris, ça a été du coup révélé par plusieurs médias, eh bien la famille de Louis refuse la rencontre privée proposée par Laurent Nunez et l'appelle à venir publiquement à la dernière marche organisée en hommage à Louis ce dimanche. Il faut soutenir cette famille, eh oui. Je sais pas, je pense qu'il se pointera jamais, mais admettons il se pointe. Déjà, grand prince, magnifique. Et évidemment, il ne viendra pas, il s'en bat les steaks, Laurent Nunez, il ne viendra absolument pas. La famille de Louis donc refuse, donc ça c'est ce qu'on a vu. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est la dernière information. Mort de Louis, 17 ans à Narbonne, selon Midi Libre. Donc je vous le mets là, selon Midi Libre, au moins 3 des 5 suspects étaient déjà inscrits au TAJ. Donc c'est le truc le dossier en gros des antécédents judiciaires. Le fichier voilà, des antécédents judiciaires
qui recense les personnes mises en cause ou victimes dans des enquêtes. Certains avaient aussi séjourné en centre éducatif fermé, hein, c'est les prisons pour mineurs, je crois. Les 5 suspects âgés de 16 à 20 ans ont été mis en examen et écroués après ce guet-apens mortel sur un chantier. Donc il y en avait 3 des 5 qui étaient déjà connus des services de police. Hein. C'est magnifique. Hein. Et ça, c'est des gens au sein de l'ASE, encore une fois, un magnifique service de protection à l'enfance, comme on l'a vu dénoncé directement par cet ex-éducateur. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Désolé, la vidéo est un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à écouter et je voulais tout traiter dans une vidéo, quitte à ce qu'elle soit un peu plus longue, tant pis. Au moins, j'ai fait mon travail là-dessus et je vous ai absolument tout montré. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, protégez vos enfants encore une fois. Soyez tous bénis et prions pour Louis et justice pour Louis et pour sa famille. À très bientôt. Ciao.